Mon nom est Jackie Robert, je suis partenaire chez Minds Matter et j'ai l'honneur à présenter notre invité aujourd'hui. C'est Caterina Miliotto, présidente et fondatrice chez Intervia. Elle est experte en gestion de la mobilité urbaine, conférencière, ingénieure civile et entrepreneur, tout comme ses deux parents qui ont possédé leur propre entreprise et trois de ses sœurs. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneuriat dans le sang. Elle a terminé ses études d'ingénierie à l'Université de McGill et elle a obtenu un MBA de l'HEC. Elle est trilingue et possède 20 ans d'expérience, dont 6 à la tête du groupe Intervia, son entreprise qui spécialise dans la planification et la gestion de la mobilité. Son entreprise attire les plus grands talents dans le domaine de l'ingénierie avec des projets d'envergure ayant un impact direct et durable sur la société, tels que les projets comme le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine et le pont Champlain. Ce qui est intéressant, c'est que ces projets tournent autour des structures et la mobilité des voitures, mais l'humain est au centre de son aventure entrepreneuriale. Et j'adore le slogan d'Intervia, une approche centrée sur l'humain au cœur de la mobilité urbaine. Alors, pour moi, je sens le féminin dans les mots comme humain et cœur. Alors, c'est super. Oh, merci. Elle a remporté le titre de PDG de l'année en 2022, attribué par le Journal des Affaires. Et voici quelques mots qui viennent en tête quand on pense à Caterina. Passionnée, communicative, innovatrice, inspirante à plusieurs niveaux, engageante et avec un grand désir de contribuer. Et en fait, sa vision, c'est faire une vraie différence au niveau de la société et non pas seulement au niveau des structures, mais aussi sa compagnie donne des dons importants à des fondations comme la Rue des enfants et Kids for Life. Et ils ont créé un jardin communautaire dans leur cours pour les employés et les occupants de son immeuble de bureau. Alors, merci beaucoup, Caterina, d'être parmi nous ce matin. Et avec nous aussi, Carl, mon partenaire chez Minds Matter. Carl est coach, conférencier, psychologue et consultante en transformation organisationnelle. Alors, Carl, je te laisse la parole. Un gros merci, Jackie. Gros merci à tout le monde, à la fois en direct et les autres qui sont en rediffusion. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir la conversation avec toi, Katrina. Alors, je sais que c'est une période, Katrina a vécu un deuil familial et malgré tout ça, se sentait à l'aise d'être avec nous ce matin. Et je trouve que ça témoigne bien de la résilience que je connais chez Katrina. Quelqu'un qui est à la fois extrêmement humaine et extrêmement performante comme entrepreneur. Et je trouve que ça pourrait être d'abord bienvenu. On va souhaiter la bienvenue un peu avant qu'on commence, mais vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous autres. C'est un privilège d'être ici, Carl puis Jackie. Merci de me recevoir vraiment. C'est le fun de partager cette discussion avec vous. Bon. Puis merci tout le monde. Je vois Julie, je vois des gens que je connais, Marie-Josée, Luciane, c'est le fun. Merci à tous les autres. Je ne vous connais pas, mais maintenant, je vous connais. Il y en a d'autres que tu vas connaître exactement dans le monde virtuel. C'est ça, tu me permets, Katrina, j'aimerais commencer justement, on parlait de la façon que tu t'équilibres tellement. Là. Moi, je trouve que tu es un exemple d'équilibre en termes d'humanité et de performance. Peux-tu nous dire, c'est une entreprise à grand succès, qui a une très grande croissance et où vous remportez des grands projets. À travers de tout ça, c'est facile comme entrepreneur de juste passer d'un projet à l'autre, puis on grossit. Peux-tu me parler, c'est quoi pour toi un succès? Puis la question est assez large. Là. Un succès dans ta vie, ça ressemble à quoi? Oh my God, écoute, je me pose tellement souvent cette question-là parce que ça change ça l'a changé au fil du temps avec mes expériences, mais je pense que d'avoir mon entreprise, ça m'apprend vraiment c'est quoi. C'est pour moi le succès. Je me pose souvent cette question-là parce que ça n'a rien à voir avec la valeur économique de l'entreprise.
Ça n'a rien à voir avec oui, c'est important que l'entreprise soit profitable pour être capable de réaliser des beaux projets, puis d'avoir des gens, puis de bien les rémunérer, mais c'est tellement plus que ça. T'sais. Puis pour moi, le succès, j'ai comme la misère avec ce mot-là. Je vois ça plus comme des réussites. T'sais. Puis des réussites qui sont, je dirais, qui sont encore plus loin de tout ce qui est monétaire. T'sais. Pour moi, c'est d'avoir un impact sur un jeune ingénieur qui commence chez nous, puis de voir comment il évolue, comment il grandit au sein de l'entreprise. C'est de voir l'équipe grandir. Honnêtement, avant, je gagnais un projet, un contrat, puis oui, je considérais que c'était une réussite, mais aujourd'hui, encore plus, c'est l'impact qu'on a sur les gens. Puis on est rendu à presque entre 45 et 50 personnes. Puis mon objectif à moi, puis je pense que c'est ma mesure, si tu veux, pas de succès, mais de réussite, c'est comment je peux avoir un impact au quotidien sur chacun. Puis on s'en parlait, Carl, j'ai une de mes ingénieures que j'adore beaucoup, puis j'ai proposé de faire une retraite avec Pascal, tout ça, puis elle est revenue, puis elle m'a dit, Katrina, ça a changé ma vie, là, elle dit, ce week-end-là, je ne suis plus la même personne, mais c'est ça pour moi, si tu veux, là, un peu le succès que je vois. Là, puis en ayant une entreprise, je trouve ce qui me motive à tous les jours, c'est de voir que cet impact-là, je peux l'avoir sur plusieurs personnes. Puis it's not just about me anymore at all. Ça n'a rien à voir. Puis oui, le chiffre à la fin de l'année, oui, il est quand même important, mais tellement secondaire. Tellement secondaire. Puis je ne l'ai jamais regardé, je n'ai jamais focusé là-dessus, en fait. Ça a toujours été comme prendre soin de mes gens, prendre soin de mes clients. Et à la fin, on réalise que la profitabilité arrive, mais ça n'a jamais été mon focus. Et puis, quand je t'entends parler, il y a tout un aspect de développement dans ça qui ressort. On en parle, mais très souvent, les gens vont se dire, bon, l'individu, oui, on s'en occupe, c'est important d'avoir un environnement humain, mais en bout de ligne, l'entreprise doit rouler. L'entreprise doit performer à sa façon. Ce que j'entends dans beaucoup de ce que tu dis, c'est que la performance, elle est une conséquence. Là, et pour te, on a eu des conversations avant. Le développement personnel, cette notion de conscience de soi, de développement de soi, ça a un rôle assez prépondérant pour toi. Tu as fait mention que c'est quelque chose que tu veux amener à ton monde. On peut-tu le ramener à toi comme leader? Est-ce que tu es à l'aise qu'on discute? Quel espace ça occupe chez toi? Parce que tu as évidemment beaucoup de responsabilités. Il faut que tu portes la vision de l'entreprise, il faut que tu portes le développement de sa culture et si ta DRH n'est pas là ces temps-ci, c'est toi qui fais les payes, etc. Il y a toute l'urgence du moment d'une entreprise. Et toi, dans ça, le fait que tu occupes ton espace au niveau du développement personnel, est-ce que tu pourrais nous parler de en quoi c'est si important, en quoi ça contribue à cette gestion de l'entreprise qui pourrait être quelque chose de distinct. Là. Souvent, on dit que les gens gardent leur vie privée de leur côté. Alors, quel espace ça occupe chez toi? Là, vraiment juste t'occuper de toi et ton propre développement dans tout ça? Mais moi, j'ai toujours une soif d'apprendre, à me connaître. Puis pourquoi? Parce que j'ai réalisé que, oui, on a beau avoir de la famille, nos enfants, notre conjoint, nos amis, mais vraiment notre voix dans notre tête, c'est celle qui est vraiment la plus prépondérante, la plus importante. Puis j'ai décidé de travailler là-dessus. Parce que moi, je partais de loin, OK? J'ai des parents immigrants de la Sicile. J'ai mon père qui est décédé il y a 2 ans, malheureusement, mais j'ai appris beaucoup de lui, puis il a été très présent dans ma vie en affaires. Fait que moi, mon père avait une entreprise en construction, j'ai travaillé pour mon père, je l'ai vu aller, j'ai vu ma mère aller travailler très, très fort. Puis mon père, c'était très basé sur les résultats. Puis il fallait pas ressentir. Puis moi, j'ai travaillé 2 ans avec mon père, puis c'était tout un style de leadership différent où est-ce que
sais, le matin, quand on travaillait au mois de novembre, j'arrivais, je disais, oh mon Dieu, il fait froid. Puis là, mon père disait, non, non, il ne fait pas froid, c'est dans ta tête qu'il fait froid. Puis, tu sais, ou admettons, je mangeais un lunch, puis là, mon père disait, ben si tu manges, c'est parce que tu n'es pas assez stressé, là. Ça veut dire que tu as un appétit, puis c'est pas un bon signe, là. Il faut que tu sois là, il faut que dans ta journée, là, tu vas rouler la performance à tout prix, là, tu sais. Fait que j'ai vraiment été, puis il y a beaucoup de bon là-dedans parce que ça m'a donné beaucoup de résilience et tout ça. Mais moi, j'ai dû travailler beaucoup sur comment qu'est-ce que je ressens. J'ai longtemps négligé tout ça. Et puis, c'est en démarrant surtout mon entreprise que j'ai appris à me connaître de façon plus accélérée, mais aussi parce que je me suis entourée de gens qui m'ont aidé à faire ça. Dont j'ai parlé de Luciane, dont Carl, toi, il y a plusieurs personnes dans ma vie qui m'ont aidé à apprendre à me connaître, apprendre à gérer mon stress. Puis je pense que dans tout ça, j'ai vraiment l'impression, puis je le dis souvent, c'est pas une question d'intelligence. Je suis allée à l'université, j'étais comme dans la moyenne. Je me suis jamais démarquée au niveau, comme vraiment là, avec des notes extraordinaires, tout ça. Mais en faisant le travail, en apprenant à me connaître, puis en apprenant à m'aimer, puis à savoir qu'est-ce qui me rend unique, puis je ne sais pas comment le dire, mais en anglais, c'est feeling like I'm enough. J'ai dû faire beaucoup de travail là-dessus parce que je suis quelqu'un qui a des standards très élevés. Je suis très dure sur moi-même. J'ai dû apprendre à accepter qu'on fait des erreurs. Puis, quand je dis que mon entreprise a accéléré ça, puis le fait que je me suis bien entourée parce que quand on a une entreprise, on prend plusieurs décisions dans une semaine, des centaines, mais tu as plus d'opportunités de réaliser que tu n'as peut-être pas pris la décision la meilleure, la plus optimale, puis il faut que tu acceptes ça, puis il faut toujours que tu te relèves, puis que tu dis, OK, qu'est-ce que j'apprends de cette expérience-là, puis c'est correct. Fait qu'il faut que tu t'apprennes à t'aimer. C'est tellement... Puis quand tu apprends à t'aimer, puis tu apprends à te faire plus confiance, ce que j'ai réalisé, c'est que ça me permet d'aimer puis de faire plus confiance aux autres. Puis, ce que j'ai réalisé en faisant mes retraites avec de méditation, de pleine conscience, c'est que il y a vraiment, en anglais, je ne sais pas, je l'ai en tête en anglais, this effect of lifting while you climb. Donc, ça t'aspire vers le haut, là, oui. Oui, moi, je travaille pour m'élever comme personne, mais en même temps, en faisant ça, j'élève les autres. Fait que je pense que je réalise que ce qu'on crée, c'est comme un momentum, puis on en a discuté un peu, Carl, moi puis toi, au début de notre rencontre ce matin, c'est de dire, c'est une organisation où est-ce que les gens, tu crées un environnement où est-ce que tout le monde grandit parce que toi, tu grandis. Moi, c'est ce que je ressens. Fait que, moi, I'm climbing, and as I'm climbing, I'm lifting other people with me. You know what I mean? And it's just like, it's contagious, I think. And c'est vraiment ce qui me motive, là, tu sais. Il y a tellement de beaux petits cadeaux dans tout ce que tu viens de dire. Je vais juste prendre juste quelques filons là, qui me passent par la tête. Entre autres, tu as mentionné que tu es un père exigeant, qui est le cas dans bien des organisations. L'exigence de la performance. Oui, c'est tough, mais on fonce, etc. Puis comme tu dis, ça t'a donné de la résilience, mais en même temps, tu as parlé d'autocompassion. Et je travaille avec beaucoup de gens, moi, que ce soit comme thérapeute ou comme coach, qui me disent, surtout comme coach, qui vont me dire, oui, mais si je commence à être trop gentil avec moi, c'est vraiment en étant difficile sur moi que j'avance. Cette croyance qu'il faut qu'on soit dur envers soi pour performer, pour avancer, pour faire face à l'adversité dans l'entreprise, etc., etc. Alors, toi, tu arrives avec un message d'amour, tu arrives avec un message de bienveillance. Comment est-ce que tu réconcilies? Et parce que je pense que c'est juste une question de paradigme, c'est une question de croyance. Donc,
comment peux-tu parler comment ce shift s'est fait là d'une voix critique, tu sais, d'avoir cette voix, cette autocritique en tant qui habite plusieurs de nous, à une voix plutôt d'autocompassion qui, évidemment, te nuit aucunement dans ta progression. Là. Peux-tu nous parler de ce passage-là, de critique à autocompassion? C'est vraiment difficile, honnêtement. J'ai eu beaucoup d'aide, j'ai fait beaucoup d'exercices. Mais, tu sais, moi, j'ai des croyances limitatives au niveau de la performance. Moi, c'est très important, mon niveau d'énergie. Je dois toujours être dans la performance, puis j'ai l'impression que je suis toujours à risque de tout perdre. Je dois rester vigilante, sinon, si je ralentis, si je prends mon temps le matin, si je prends un deuxième café le matin, je vais perdre le fil. J'ai vraiment des croyances profondes sur ça. Là, fait que moi, il fallait que je sois la première au bureau arrivée pour me sentir comme bon, mais je suis en contrôle, puis ça va bien aller. Puis si je ne fais pas ça, ça veut dire que je laisse aller, puis les choses vont tomber autour de moi. Puis c'est en travaillant, c'est en identifiant ces croyances limitatives-là qui me nuisaient, qui faisaient en sorte que je ressentais « This is not what success should look like », you know. Je me réveille, puis je suis comme, really stressed about mon horaire, je compte mes minutes. Puis ça, j'ai fait des exercices, puis en fait, avec Luciane, on avait identifié cette croyance-là, puis Luciane m'avait forcé à rentrer au bureau 2 jours semaine, à rentrer comme à 9 heures. Puis je me sentais vraiment pas bien, là. Puis je disais à Luciane, I'm not feeling good, this is hard for me, parce que pour moi, un patron, pas vraiment patron, mais quelqu'un, tu dois être là, puis sinon, tu perds le contrôle. Fait que j'ai travaillé sur ça, comment, en faisant des exercices, comme j'ai dit, en m'entourant de personnes qui m'ont aidé à dire, OK, comment que je peux performer tout en étant compassionate, avoir de la compassion pour moi-même, puis tout en m'offrant un peu cette qualité de vie qu'on mérite tous, là. Je sais que c'est vrai. Ça m'a permis d'être aussi ce genre de leader-là. Quand je vois mon directeur qui travaille des heures de fou, là, ça vient me chercher. Là, je suis comme non, il faut qu'on change ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas faire 50 heures pendant des semaines. Donc, je suis très comme sensible à ça. Et encore une fois, il y a tellement de choses que j'aimerais explorer dans ce que tu viens de dire, mais si on fait juste pour aller un peu plus loin dans ce que tu viens de dire, c'est ce que j'entends, work in progress, tu travailles encore sur ça. Et tout changement a une zone d'inconfort. C'est quand on veut aller vers un autre mode de fonctionnement, donc de prendre un deuxième café à titre d'exemple le matin, alors que ça devrait être ta croyance, c'est que tu dois être en mouvement. C'est 2 sous-questions à ça. La première, est-ce que tu y vois des bienfaits depuis que tu es en cette période où tu t'occupes un peu plus de toi, où tu crées plus d'espace dans ta vie finalement pour te présenter avec une plus grande joie, sérénité, paix intérieure, etc. Est-ce que tu sens que ça l'affecte, le fonctionnement de ton organisation? Est-ce que tu sens que ça a un effet néfaste ou bénéfique sur toi, la façon que tu navigues tes journées? Là, depuis que tu investis un peu plus à t'occuper de toi, à mettre des frontières, à peut-être revoir des croyances de performance qui étaient peut-être faussives. Là. Ah non, c'est sûr que c'est jamais facile parce que tu changes des paradigmes qui sont vraiment forts à l'intérieur, mais moi, je vois ça comme une opportunité pour moi de grandir. Puis comme je disais, c'est que dans quand tu as une entreprise, surtout en croissance, il y a tellement de changements là, que il faut vraiment que comment je peux dire, il faut vraiment que you embrace change puis que tu laisses aller les choses. Parce que tu veux tout contrôler, tu ne peux pas tout contrôler. Puis si tu t'attaches sur le résultat, je trouve que maintenant, je fais plus confiance au processus, je fais plus confiance au fait que créer de l'espace autour de moi puis pour les autres. En tout cas, moi, je sens que je suis plus en paix avec ça. Puis on est plus, comment je peux dire, on est plus en ligne. Je me sens plus en ligne sur mon intention, mon intention qui est
d'avoir un environnement de travail qui est sain, où est-ce que les gens se sentent bien, où est-ce qu'ils se sentent qu'ils vont grandir ici. Fait que je sens que moi, en étant comme ça, en m'accordant plus d'espace, je suis capable d'offrir plus d'espace aux autres aussi, mais c'est très difficile pour moi. Puis moi, ma grande, ce que je dois vraiment travailler, c'est l'auto, comment tu appelles ça? L'autocompassion, la bienveillance. Oui, la bienveillance, c'est très dur sur moi. Moi, Mhm. on a beaucoup, tu sais, comme je disais, là, tu sais, il y a beaucoup d'opportunités de faire des erreurs. Souvent, je ne sais pas c'est quoi la bonne décision. Fait que j'y vais avec mon intuition, puis je me dis, tu sais, j'ai trouvé beaucoup de paix dans mon parcours en disant, tu sais, Kat, si ce n'est pas la meilleure décision, tu vas prendre, puis c'est correct. Puis ça me prend beaucoup d'énergie faire ça pour moi-même. Fait que je travaille beaucoup ça. Puis je me dis toujours, mon intention était bonne. Tu sais, fait que dès le départ, ça, in itself, tu sais, en soi, c'est déjà un step. Tu t'es déjà comme, tu as appris quelque chose. Tu sais, tu as appris à t'aimer un peu plus, tu as appris à te, tu sais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais to trust yourself, tu sais, mais c'est difficile pour moi. Donc, quand je manque une occasion d'aller chercher un mandat ou je manque, admettons, je voulais attirer tel candidat, puis ça n'a pas fonctionné. Des fois, je suis comme, tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Pourquoi que ça n'a pas été comme my way? Tu sais? Fait que des fois, c'est difficile de s'arrêter puis de dire, tu sais quoi, my intentions were good, I did my best. Puis, tu sais, my intention, c'est d'être là tous les jours puis de faire mon meilleur. Fait que déjà là, c'est correct. Fait que j'ai des petits trucs là que je hack ma voix là, de self-criticism parce que ça vient souvent là, on a beaucoup d'occasions de se tromper puis de ne pas prendre les bonnes décisions. Donc, il faut travailler sur nous pour avancer. Sinon, on se fait démolir par nous-mêmes. C'est tellement un bon point, c'est qu'on est souvent notre pire critique. Ah oui. Et on est en quelque part programmé pour ça parce ça nous donne l'impression qu'on va éviter de faire les mêmes erreurs dans le futur alors qu'il y a tellement de variables je pense que l'instinct du moment, comme tu l'as si bien décrit, est probablement le meilleur instinct qu'on peut avoir. Donc, tu parlais de tes petits outils. Est-ce que tu aimerais d'en partager, Catherine? Donc, je sais que tu es en pleine croissance à ce niveau-là. Tu es en plein développement par rapport à ta capacité d'observer tes croyances. Et ce que j'entends, c'est que toi-même, tu leur donnes le terme de croyances limitantes. Donc, tu vois comment c'est des croyances qui t'ont été inculquées dans le temps, dans ton passé, par un père qui était d'une génération autre. Puis je dis ça encore aujourd'hui, on voit ça dans les entreprises. Quels sont tes trucs, toi, pour aller au-delà des réflexes qui ont été conditionnés en toi, d'une place où on a tendance à se critiquer, pousser la machine plus fort, commencer de plus en plus tôt, jamais arrêter, etc., à une vie plus spacieuse, une vie où tu observes tes pensées, une vie où tu es en mesure de dire « Ah, c'est une croyance, mais j'ai le choix d'aller vers une autre croyance. » Donc ça, c'est tout un entraînement. Là. Ça, c'est comme se préparer pour un triathlon. C'est quoi tes outils, les approches qui t'alimentent dans ça pour te donner cette liberté, cet espace dans ta vie? C'est ça, je dis toujours que c'est pas une ligne droite, là, c'est plus comme un labyrinthe, donc toute cette histoire-là. Mais je dirais que moi, je m'entoure beaucoup de coachs, de mentors. Je m'entoure de gens qui m'inspirent beaucoup. Puis quand je ressens que j'ai un besoin quelconque, je suis très ouverte à aller chercher de l'aide, à appeler quelqu'un puis dire, tu sais, on peut-tu jaser, j'ai telle décision à prendre puis je vois pas clair. So I reach out a lot, tu sais, puis je me montre un peu cette vulnérabilité, authenticité-là que j'ai. Tu sais, les gens me définissent comme quelqu'un d'authentique parce que je suis pas, tu sais, je vais le dire, I'm struggling with this. Tu sais, voici ce que je vis en ce moment, puis je vais chercher tellement d'énergie positive des gens autour de moi. Il faut les choisir aussi, là, s'entourer de gens comme ça. Donc, c'est un travail en soi de créer ça, ce réseau-là autour de nous. Mais ensuite, j'ai beaucoup de pratiques personnelles. Tu sais, je suis très disciplinée dans ma routine matinale. Pour moi,
est très importante de partir ma journée bien, là. Tu sais, partir ma journée du bon pied, pour moi, si, admettons, je pars ma journée et je regarde mon cellulaire, puis je commence à regarder, tu sais, des posts ou des fois, on se laisse aller, je suis fâchée contre moi après. Like, non! Tu sais, parce que je mise vraiment sur une routine matinale qui m'aide à gagner ma journée. Puis, tu sais, elle a changé ma routine au fil des années, mais j'en ai toujours eu une. Surtout quand j'ai recommencé à travailler puis j'avais mes 2 enfants. Mais en ce moment, ma routine matinale que j'adapte avec des lectures, en rencontrant des conférenciers. C'est ça, fait que ma routine matinale est super importante. Puis moi, je me réveille puis je suis comme, OK, on est quoi mardi? OK, super. C'est quoi mon intention de la journée? Puis des fois, ça dure 1 minute, ça, vraiment dans mon lit. Puis c'est vraiment une habitude que j'ai prise. Puis là, je me dis, OK, aujourd'hui, là, il faut que j'appelle mon garçon. Tu sais, mes garçons, ils ont 20 et 21 ans. Puis des fois, je ressens des choses. Là, je dis, aujourd'hui, je dois être une maman aimante. Tu sais. Puis c'est pas de les appeler puis de dire, what grade did you, tu sais, c'est quoi la note que tu as eue sur ton examen? C'est vraiment de dire, hey, comment tu vas aujourd'hui, là? Tu sais, puis tu sais, de connecter avec mon fils. Il y a d'autres matins, je me réveille, je suis comme, aujourd'hui, là, ça va être important pour moi, je veux connecter avec cet employé-là que j'ai senti que ça l'allait pas, puis je me suis pas intéressée à ce qui se passait, mais ce matin, je vais m'intéresser, je vais aller la voir, puis puis juste cette minute-là, moi, ça guide beaucoup ma journée. Ensuite, j'ai 30 minutes que je partage comme en 3. Là. J'ai mon premier 10 minutes, c'est que je vais aller m'installer puis je fais une petite méditation, juste la respiration pendant 10 minutes. Ensuite, je prépare mon café. Moi, je prends mon café est super important. OK, je suis italienne. Puis, j'ai une machine Vialetti, elle prend environ 7 minutes à faire mon café. Donc, pendant ce temps-là, je fais 7 à 10 salutations du soleil, juste pour activer mon corps pendant que mon café se prépare. Ensuite, en prenant mon café, je fais une lecture de 10 minutes environ parce que je me donne vraiment juste 30 minutes. Je me limite à 30 minutes. Je prends n'importe quel livre, un chapitre qui m'intéresse, puis je vais lire 10 minutes. Comme cette semaine, on a vécu un deuil dans la famille, puis j'ai lu le livre When Things Fall Apart de Pema Chodron, puis c'est incroyable. Ça m'a vraiment aidé à venir au bureau hier, puis à partir de ma journée, plus sereine. Donc, pour moi, c'est super. Ma routine matinale, là, puis mes sœurs, j'ai 4 sœurs, elles me disent toujours 4, je ne sais pas comment tu fais, tu ne dévies pas de ta routine. Je suis très disciplinée. Puis quand je voyage avec mes sœurs, ils le savent, là, je le fais un peu aussi. Là, je ne dévie pas beaucoup. Fait que ça, c'est ma routine qui m'aide à gagner un peu là, de partir du bon pied. Mais j'ai aussi comme le yoga que je fais beaucoup, 2-3 fois par semaine, méditation. Puis moi, j'aime beaucoup connecter avec les gens. Fait que pour moi, prendre un café, un lunch, un verre avec des amis, c'est très important. Ça me nourrit beaucoup. Fait que j'ai un réseau social assez important qui me nourrit. Bien, je pense que ça dresse un super portrait, effectivement, Ouais. d'un bel amalgame. Puis je pense que moi, j'entends de différents. Mais déjà, la discipline, je pense, dans le monde des affaires, il y a des gens qui en ont, puis la tienne, mais c'est que c'est une discipline vraiment axée sur s'occuper de toi. Donc, même si c'est une demi-heure qui est bien investie, qui amène de l'espace dont tu as parlé un peu plus tard, un peu plus tôt dans ta vie. L'autre chose que j'entends, qui, à mon avis, est en émergence dans le monde des affaires, mais qui est pas un acquis, c'est cette capacité de vulnérabilité, cette capacité de reconnaître que les choses ne vont pas toujours comme on les veut. Et on a parlé, ça c'est un lien avec ce que tu as dit un peu plus tôt, plutôt que tomber dans l'autocritique, d'avoir une approche un peu plus conciliante et spacieuse par rapport à ça. Il y en a encore qui pourraient dire que de laisser cette vulnérabilité prendre son espace et même teinter la culture, parce que ça vient de toi, chef d'entreprise, pourrait affecter la culture négativement. Ça, je te parle vraiment des stéréotypes qu'on peut avoir. Je pense que tu te doutes que c'est pas une croyance que j'ai personnellement, là, mais pourrais-tu dire en quoi cette vulnérabilité que toi, que tu incarnes et que tu fais un choix de l'incarner, parce que c'est par ta vulnérabilité
que tu assures ta croissance aussi. Puis tu commençais à nous parler maintenant de comment ton approche a un impact dans l'organisation, comment ça affecte la culture et comment tu souhaiterais que ça affecte la culture, parce que tu es toi-même en pleine croissance à ce niveau-là. Toi-même, tu es sur une voie de plus grande autocompassion versus une approche plutôt critique à ton égard. Qu'est-ce que tu souhaites voir évoluer comme culture dans ton entreprise et qu'est-ce que tu perçois déjà d'ailleurs? Oh my God, il y a tellement d'opportunités d'avoir un impact sur ta culture parce que c'est une culture de bienveillance. Si tu es bienveillante avec toi-même, mais tu vas vouloir instaurer ça pour tout le monde. Tu vas vouloir que tout le monde soit bien. Puis je suis très sensible à ce que les autres, parce que quand tu le vis, tu deviens plus sensible. Quand tu le vois chez les autres, je vous donne un exemple. J'ai une de mes sous-traitantes. C'est une jeune femme qui travaille à son compte puis qui fait notre graphisme chez nous. Puis ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je l'adore, cette jeune femme-là. Puis elle est comme être sous-traitante pour un de mes grands projets. Puis ça fait des années qu'elle est sur le projet. Et puis là, elle envoie un courriel, puis elle nous fait part de ses augmentations de taux horaires. Et là, on voit ces augmentations, puis là, mon directeur réagit parce qu'il dit, ton augmentation est très élevée, puis nous, on n'a pas eu la chance d'aviser notre client, puis dans notre contrat, ça ne matche pas. Je ne pourrais pas, si je te paye ce taux-là, on va avoir un problème financier, ça va avoir un impact financier dans le projet. Et moi, j'ai senti que ça a été difficile pour elle de faire ce changement-là. Et là, lui, on s'est parlé, puis j'ai dit, regarde, on va la rencontrer halfway. Let's meet her halfway. Donc, lui, il a fait cette approche-là avec elle, puis on s'est entendu sur un taux réduit. Elle a accepté. Puis ensuite, je lui ai envoyé un courriel pour dire, tu sais, ma chère, je le sais que ça a été difficile pour toi d'augmenter tes taux. Et je veux te féliciter d'avoir eu ce courage-là. Parce que moi-même, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça difficile. Puis j'ai des clients qui m'ont challengé. Puis c'est là qu'il faut qu'on se pose des questions puis qu'on apprenne à comprendre notre valeur. Mais je le sais que ça a été difficile pour elle. Puis j'ai envoyé un courriel pour lui dire que j'ai apprécié qu'elle a accepté le in-between, de réduire un peu. Mais de lui dire bravo pour ton courage, puis continue dans ce sens-là, puis je suis fière de toi. Je suis fière de voir que tu t'es positionné, puis que ton taux horaire a augmenté. Puis elle m'a réécrit pour me dire merci parce que c'est tellement, you made my day with your email parce que elle dit, j'étais tellement stressée de t'envoyer ce courriel parce que je t'aime tellement, puis j'aime ton entreprise, puis je veux tellement qu'on soit bien. Donc, c'est juste des petits courriels comme ça m'a pris 5 minutes, mais j'ai pensé à elle, puis je me suis dit, pauvre cocotte, ça doit être dur pour elle, mais en même temps, je suis fière d'elle, Mais c'est assez incroyable comme anecdote, Catherine, parce que normalement, en affaires, on a tendance à négocier vers le bas avec nos contracteurs et de pouvoir avoir autant de bienveillance pour dire, écoute, tu as augmenté tes tarifs et je suis fier que tu aies eu ce courage-là, tout en respectant une bonne décision d'affaires, c'est de pouvoir dire, écoute, on peut aller jusqu'à un certain point, mais donc il y avait un aspect de négociation, mais il y a un fond dans ça, tellement humain, qui va en quelque part à contre-courant de la culture qui est dans nos organisations. Alors, continuons dans cette voie-là, si tu me permets. Là. Continuons à rêver aussi du genre d'organisation que tu es en train de créer, puis de l'impact que ça va avoir à la fois sur ta croissance et le monde que tu es en train de créer autour de ça. Là. Donc, tu amènes la vulnérabilité, tu amènes la bienveillance envers... C'est même un sous-contractant. Là. Donc, ce n'est pas quelqu'un dans ton environnement immédiat. Comment est-ce que tu vois ça évoluer? Tu as l'occasion, toi, tu fais beaucoup de travail sur toi actuellement. Tu es en train d'amener ça dans ton organisation. Peux-tu continuer à nous décrire le rêve que tu as pour Intervia, la culture qui est en émergence et en quoi tu sens que ça va tout simplement avoir un résultat gagnant-gagnant? Parce que moi, c'est ce que j'entends, d'accord. Même si on va contre les habitudes connues d'autocritique, de négociation à tout prix contre des fournisseurs ou des sous-contractants, etc., que tu prends une approche beaucoup plus gagnante-gagnante, plus de compassion, plus d'autocompassion.
Peux-tu continuer à décrire comment tu vois ton organisation évoluer? On se projette dans 5 ans. Katrina continue à faire un travail extraordinaire sur elle. Et qu'est-ce qui émerge de ça, là, comme organisation? Comment tu vois ça évoluer? Je pense pour moi, ça commence par nous-mêmes, là. Ça a commencé par moi. Puis là, c'est de créer un momentum où est-ce que j'ai une organisation qui fonctionne, ben, je dirais un peu sans moi, puis une chance, là, parce que ça veut dire qu'on est bien organisé, bien structuré. Donc maintenant, je sens que j'ai un impact sur mes employés, mais c'est sûr que pour moi, ce que je vois pour le futur, c'est que Intervia soit une entreprise qui amène de la valeur pour pas juste ses employés, pas juste pour moi, mais pour les générations futures. Puis c'est pour ça que je suis un peu obsédée avec l'idée de l'innovation, comment qu'on peut changer la mobilité, comment qu'on peut changer la vie des gens en optimisant la mobilité autour des chantiers, en rendant des intersections plus sécuritaires, plus intelligentes. Ça me motive beaucoup parce que je veux que l'organisation puis les gens ici, je veux qu'on ait un impact plus fort et un impact plus important que juste pour les gens qui travaillent au sein d'Intervia puis pour moi. Là, fait que ça, j'aimerais ça qu'on développe ou avoir un impact vraiment sur plusieurs générations à venir, là, changer les choses. Là. Donc, Puis, pas juste techniquement, mais aussi dans comment, c'est quoi, qu'est-ce qu'on recherche quand on veut travailler dans une organisation qui est saine, t'sais? une magnifique vision humaine externe et comment jumeler ça à ce qui doit se passer à l'intérieur de l'organisation et ta vision pour la culture. Comment est-ce que tu aimerais voir évoluer la dynamique de l'équipe, des gens qui contribuent à livrer vos nombreux projets? Et ça peut inclure comment tu vois toi aussi évoluer dans tout ça, là, parce que l'évolution se poursuit. Là. Donc, si tu continues à projeter ça, là, si toute chose étant égale, ça s'en va dans quelle direction? Katrina, comme leader, qu'est-ce qu'elle est en train de devenir? Katrina, l'équipe de Katrina rapprochée, ça s'en va où? La culture de l'entreprise, avec tes nouvelles intentions et ta façon de voir la vie, ça va dans quelle direction? Moi, je vois ça comme une culture d'apprentissage, de soi. Ouais, ça part de nous. Fait que, pour moi, j'aimerais ça, j'en parlais justement avec ma directrice, comme comment qu'on peut faire grandir tout le monde au sein de l'entreprise, c'est en faisant, en impliquant des conférences sur la pleine conscience, parce que ça part vraiment sur you can't grow if you're not self-aware. Ça part de la pleine conscience, ça part, il faut que tu sois capable de t'observer, il faut que tu sois curieuse de comment tu réagis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Je pense que c'est la base, puis c'est ce que je veux inspirer les gens chez nous de grandir vraiment personnellement là, pour être capable ensuite d'avoir un impact plus grand. Fait que, c'est ça, d'écouter avec l'intention de comprendre, démontrer ta vulnérabilité. Je pense qu'on grandit tous en démontrant notre vulnérabilité parce qu'on est tous pareils. Puis une fois que tu as compris ça, qu'on veut tous être vus, on veut tous être appréciés, on recherche, on a tous les mêmes besoins d'être aimés. Puis une fois que tu as compris ça, en tout cas, moi, une fois que j'ai compris ça, j'ai beaucoup plus de compassion, d'empathie pour moi-même et pour les gens autour de moi. Fait que je pense que c'est la base. Fait que je veux vraiment exposer les personnes au sein de l'entreprise à se développer puis à grandir personnellement. Puis ensuite, je pense que c'est un momentum qui part puis que tu arrives à avoir un impact plus important. C'est quand même assez nouveau, ça. C'est de pouvoir prendre ce positionnement. Donc, ce que j'entends, c'est de la musique à nos oreilles, évidemment, là. Mais c'est la conscience de soi, tu vois ça comme la fondation pour le développement d'individus, qui est ensuite au service du développement des équipes, d'organisation. Donc, tu sembles vraiment le prendre à ce niveau-là. Là. C'est comme un point de départ. C'est ça, parce que je pense que si tu développes ta propre capacité, à t'aimer, je pense que tu peux la développer pour tes équipes, puis ça devient un principe fondamental. Chez nous,
ce que je veux, tu sais, ce qu'on renforce beaucoup dans notre culture, c'est de dire ici, on va s'élever les uns les autres. Tu sais, parce qu'on est une petite équipe. Donc, if you're struggling with something, tu sais, quelqu'un va venir t'aider puis on va être là pour toi. Fait que, tu sais, une culture où est-ce que on est là pour tout le monde, puis on s'élève ensemble. Tu sais. Mais ça, il faut que tu développes ta pleine conscience. You have to be self-aware. Puis c'est là tout le travail que je veux initier avec les gens ici au sein de mon organisation. Puis moi, je l'ai commencé, ça fait 10 ans, ce processus-là. Puis je l'ai commencé beaucoup là, avec Luciane qui m'a exposé à la pleine conscience, puis que je me suis réveillée un peu là, dans ce sens-là. à l'aide de ces outils, mais moi, je prenais mon café à tous les matins, là. C'était automatique, c'était un expresso, je pèse sur le bouton, ça goûte pareil. À tous les matins, je le prenais, je regardais mon journal, puis je partais. Puis un matin, quand j'ai commencé à travailler avec Luciane, il y a un matin que j'ai senti l'odeur du café. Et j'ai fait comme « Wow! » Ça faisait des années, là, mais c'était très récent. Like, this smells so good. Puis là, je suis comme, hey, ça me fait du bien de sentir le café le matin. Puis maintenant, I grind my coffee beans. Je sens mon café. Ensuite, je le mets dans ma machine, puis je fais mon café. Mais je veux dire, tu sais, ça fait juste quelques années de ça. Donc, tout that awakening, tu sais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est contagieux. Écoute, moi, je pense que c'est une magnifique porte d'entrée pour des questions. J'en aurais plein d'autres, mais je pense que je vais méditer. On a une quinzaine de minutes à l'appel. Donc, un beau parcours, une belle histoire qui atterrit finalement sur quelque chose d'aussi simple que sentir son café le matin, de façon anecdotique. C'est de prendre le temps d'être là pour soi, d'être là pour les autres, que tu as naturellement arrivé à ça. J'avais pas d'agenda caché quand je te posais les questions, mais que tu atterris sur cette simplicité-là, que finalement, connecter à soi, connecter à ce qui est autour de soi, permet de mieux connecter aux autres, qui ensuite a un effet vertueux sur toute la gestion d'entreprise. Puis s'élever ensemble, tu sais, c'est ça qui est comme that we all grow together, pour moi, c'est important. Donc, de créer un environnement, puis Jackie, c'est sa spécialité, on appelle Deliberately Developmental Organizations de Robert Keegan. Donc, il y a des organisations comme la tienne, c'est la stratégie d'entreprise. La stratégie, c'est de créer une culture où l'intention, c'est de se développer. C'est de se développer individuellement et collectivement, et tu sembles être un magnifique modèle à ce niveau-là. Donc, oui, s'il te plaît. It's a work in progress. So oui, it always is. Ça l'est toujours. On n'a jamais atteint. C'est le processus qui est important, et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est exemplaire. Là, quand on te regarde aller, tu es un processus vivant là, où tu donnes la place pour continuer l'évolution. Donc, c'est magnifique. Alors, j'en profiterai pour ouvrir la parole aux gens qui se joindront à nous. Des questions pour Katharina par rapport à la conversation. Oui. On a une question de Marie-Josée. Comment fais-tu pour vivre dans ton cœur et moins dans la tête? That's hard. Ouais. Il faut vraiment apprendre à s'écouter. Mais moi, je dirais que c'est vraiment là, mon petit 10 minutes de méditation le matin. J'essaie vraiment de voir how's my heart doing. Puis moi, je vis beaucoup ma pression in my chest, dans cette partie-là de mon corps. Puis c'est difficile. C'est difficile cette partie-là parce que souvent, notre tête, oui, on est, comme je dis, moi, je suis beaucoup dans la performance. Puis souvent, de faire to pivot, puis d'être plus dans comment je me sens. C'est différent, là. Fait que it's an ongoing process. Ce que j'entends, c'est que tu as une pratique le matin qui te parle. Est-ce que tu as des petits trucs pendant ta journée, Katharina? Tu es dans le feu de l'action, tu sors d'une rencontre, tu t'en vas dans l'autre et tu sens peut-être dans ta tête, justement, on part, puis la tête, elle tourne. Est-ce que tu as des petits trucs pour t'aider à te stabiliser à travers ta journée, faire des genres de petits resets, là, des petites remises à niveau? Oui. Tu sais, avant des discussions difficiles ou avant une présentation ou un panel, je me ressens toujours sur mon intention. Tu sais, c'est quoi mon intention? Tu sais, comme ce matin,
tu sais, ça peut être, oh mon Dieu, tu sais, je veux bien paraître, je veux dire les bonnes choses, mais mon intention, c'est de partager pour que les autres puissent, tu sais, aussi profiter. Puis comme moi, j'ai entendu d'autres conférenciers, d'autres personnes parler qui m'ont inspiré. Fait que, tu sais, pour moi, ce matin, tu sais, OK, je vais essayer d'inspirer. Tu sais, fait que quand je rentre dans une discussion difficile, je vais dire, OK, c'est quoi mon intention? C'est de faire grandir l'autre personne sans la blesser. Fait que ça m'aide à me recentrer. Puis ça m'aide à être vraiment, là, ça aide à être une meilleure version de ne pas juste penser à nous-mêmes. Parce que c'est notre instinct de dire je veux bien paraître. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être à la hauteur. Fait que, Je peux te rassurer que j'ai vu des commentaires que tu es inspirante. Ah non, mais... Alors, l'intention a été lancée. Je peux te dire que l'intention a été réussie. C'est magnifique. Peut-être, je peux lancer peut-être des petits compléments à ce que tu viens de dire. Donc, une intention forte t'aide à naviguer ta journée. D'autres techniques qu'on amène souvent à nos clients, c'est la simple respiration. Oui. C'est incroyable, la force de la respiration et surtout quand on expire un peu plus lentement qu'on inspire, littéralement, il y a un changement qui se passe dans le corps. Et ça, c'est accessible, on respire tous, mais de le faire de façon consciente, des respirations un peu plus longues. Et le fait de se connecter sur son corps fait qu'on sort de la tête. Donc, le simple fait d'observer sa respiration nous sort de la tête. D'observer ses pieds qui marchent, d'observer le café qu'on est en train de prendre, comme Katrina l'an passé. Donc, tout ce qui peut nous ramener dans l'expérience physique est une bonne façon à travers notre journée là, pour tout simplement remettre à niveau là, un équilibre là, dans le corps. Donc, c'est une excellente question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou des observations de la part là, des gens qui joindraient à nous? Moi, j'ai une question par rapport peut-être à ton plus grand défi depuis que tu es en tête de votre entreprise, puis comment vous avez passé à travers. Oui, mon plus grand défi, je dirais que moi, c'est d'apprendre à dire non. Des fois, à des clients, à des activités qu'on me propose. Puis en fait, dernièrement, j'ai dit non à faire partie d'un groupe d'entrepreneurs, à quelqu'un qui me tient vraiment, je sais que je tiens vraiment beaucoup là, dans mon cœur. Je l'aime beaucoup, cette personne-là. Je voulais tellement y faire plaisir puis participer dans son groupe. Puis je me suis retrouvée vraiment dans une période occupée, stressée, étirée, parce qu'aujourd'hui, j'ai des petits flags, tu sais, OK, là, j'en prends trop. J'ai dit non, puis ça m'a... je trouve ça très difficile de dire non, puis de décevoir quelqu'un. Donc, ça, c'est mon plus grand défi parce que tu te fais inviter plus souvent, tu as des décisions à prendre, puis des fois, j'essaie de m'écouter à travers tout ça, puis des fois, on déçoit les gens. Puis des fois, vu que je prends plus soin de moi maintenant, des fois, je refuse, c'est ça, des occasions de voir des amis, de participer à des événements, puis ça, je trouve ça difficile. Quelles ont été les conséquences, Katrina, quand tu le fais? Parce que, comme on a dit un peu plus tôt, tout changement vers une nouvelle posture, une nouvelle façon d'être est inconfortable. Parce que l'ego a l'habitude. Mais là, une fois que tu passes à travers cet inconfort de mettre tes frontières, dire non pour le bien de toi et le bien de d'autres priorités que tu as, qu'est-ce que tu as vu évoluer? Plus que tu vas vers cette capacité de mettre un cadre autour de ta vie, de faire des choix, est-ce que tu y vois les bienfaits? Oui, je pense que ça vient nourrir un peu l'amour que tu as pour toi-même, de te choisir. Moi, c'est très difficile de me choisir parce qu'on vient d'une grande famille italienne où est-ce que c'est vraiment important d'être là pour tout le monde en tout temps. Puis j'adore ça, ça fait partie de mes racines et de ma façon d'être. Mais en même temps, ça prend beaucoup d'énergie. Puis des fois, c'est ça, quand je fais le choix d'être autrement, c'est difficile. Mais ce que j'aime, c'est que j'apprends à me faire confiance. J'apprends à m'écouter. Donc, ça me permet d'évoluer dans ce sens-là.
Puis c'est pour ça que des fois, il y a quelqu'un sur Instagram, j'oublie son nom, je pense que c'est Joel, A Soul Called Joel. Lui, il dit toujours, il met sa main sur son cœur, puis tu sais, like, he always asks à tous les matins, How's my heart doing? Tu sais? Puis ça, cette question-là, depuis que je me la pose le matin, quand c'est cette question-là que je décide de me poser, c'est wow, tu apprends tellement à te connaître, parce que je suis comme, OK, pourquoi que je sens cette pression-là? OK, qu'est-ce qui se passe? OK, aujourd'hui, j'ai ça qui s'en vient, puis ça me fait peur. OK, pourquoi que j'ai peur? OK, puis tu sais, puis là, ça te permet juste de creuser un peu, puis d'apprendre sur toi. Fait que, tu sais, c'est ça le processus, là. Puis les réponses ne viennent pas rapidement, là, instantanément, mais au fil des jours, tu apprends un petit peu plus à t'aimer, tu apprends un petit peu plus à t'accepter, à te comprendre, puis à te faire confiance. Fait qu'en disant non, plus souvent, ça me permet de me poser ces questions-là, puis c'est ça, de me faire confiance. Puis Mais c'est ça. c'est un autre excellent truc, là. Juste de dire How's my heart going, Catherine? Je pense que tu nous laisses avec une magnifique piste avec ça. Parce que quand on veut plaire à l'extérieur, ça vient plus d'un besoin qui nous sert. C'est plus dans la tête, de dire qu'est-ce qui va arriver, etc. Là, tout tourne, mais de te ramener dans ton corps, encore une fois, de dire qu'est-ce que mon cœur me dit. Là, tu vas t'écouter. Et ce que j'entends, c'est que plus tu t'écoutes, plus que ça semble te servir les gens qui t'entourent. Alors que si on essaie d'être en mode gestion de l'image, il n'y a rien de mal avec ça. Il y a tellement de bienfaits qui viennent avec ta générosité, ça, j'ai aucun doute, mais on peut se perdre dans ça. Comment? Il y a un équilibre. C'est ça. Moi, récemment, j'avais une décision à prendre sur une acquisition que je voulais faire. Puis cette acquisition était importante parce que ça m'emmenait dans plus l'innovation technologique. Et j'avais fait toutes les démarches, je m'apprêtais à signer, je me sentais anxieuse par rapport à ça, j'ai pris une demi-heure, j'ai médité, je me suis recentrée juste à être silencieuse avec moi-même, puis ensuite, j'ai décidé que je n'allais pas aller de l'avant avec cette transaction-là. Puis ça a été clair. Je commence avec cet exercice-là de méditer, me recentrer, à comprendre que les réponses, on les a vraiment, mais il faut prendre le temps. Puis honnêtement, là, ça a été un game changer, cette expérience que j'ai eue là, parce qu'aujourd'hui, tu sais, 3 mois plus tard, je suis comme une chance que j'ai vraiment pris la bonne décision pour moi à ce moment-là. Mais tout ça est ressorti, la clarity est venue vraiment dans un moment de silence. Puis, je suis allée contre mon... comme la performance, puis mon ambition de dire ça va me donner un edge compétitif. Puis là, j'ai dit, si je fais ça, je vais perdre autre chose. Puis c'est pas ce que je veux. Puis je me suis vraiment écoutée, mais ça a pris beaucoup. Là. Ça m'a pris des mois de silence, mais la veille, avant de signer, I got my answer. Oui. Ouais. Mais on a tellement une croyance que le cerveau, le côté intellectuel, est source des meilleures décisions. Alors, le cerveau est plein de biais, plein de filtres. On filtre avec des conditionnements qu'on a dans notre environnement. Alors, moi, ce que j'entends, c'est cette fameuse intelligence corporelle que tu te permets d'écouter, qui, elle, est plus intuitive, qui est plus ancrée dans le présent. Et ce que j'entends, c'est que plus que tu pratiques la conscience de soi, plus tu pratiques des techniques de te centrer, de présence, d'ouverture, mieux sont tes décisions. Donc, ça contribue directement à une performance. Ouais. C'est des décisions qui sont comme peut-être plus en ligne avec, mais je ne sais pas. Là, je dis, ça, c'est la décision que j'ai prise. The best one, I mean, we'll never know, but en ce moment, j'ai senti que c'était la décision en ligne avec où est-ce que je suis aujourd'hui. Les études te supportent. Plus qu'on prend des décisions axées sur nos valeurs, et non sur ce que les gens veulent voir de nous ou ce qu'on pense que la société veut de nous. Plus que les entreprises performent, d'ailleurs. Des études qui ont été faites par Kagan à ce niveau-là, Robert Kagan, qui démontrent que plus que l'organisation collectivement est capable de se rehausser vers des décisions centrées sur ses valeurs, plus que l'organisation performe. Donc, sans le savoir, tes instincts t'amènent dans là où la littérature est en train de dire qu'on doit aller. Alors, je commence à voir l'heure qu'on approche sur notre fin. Donc, j'aimerais laisser quelques derniers mots à Jackie pour clore l'appel.
Mais je veux juste prendre un moment, Katrina, pour te remercier là, très profondément de mon cœur pour ta présence, qui tu es comme personne, pour ne pas dire tout ce que tu fais comme entrepreneur. Et je pense que c'est vraiment avec des gens comme toi qu'on peut remodeler une façon de voir ce qu'est une entreprise, ce que nous autres on appelle la saine performance. Je pense qu'un peut très bien aller avec l'autre et que ça commence beaucoup par soi, par une introspection et tout l'inconfort qui vient avec un deep dive dans ça aussi. Là. Donc, merci. Je te souhaite une belle continuité, en sachant qu'on a l'occasion de te suivre de proche aussi. Ouais. Puis moi, j'ajoute à ça que oui, ça commence par soi, mais aussi d'être capable de s'entourer de gens comme vous, qui nous donnent beaucoup d'énergie et d'inspiration. Donc, merci à vous, là, Carl, Jackie, Luciane, puis les autres, là, merci d'être ici ce matin. Alors, merci beaucoup, Katharina. Il y a des très belles commentaires dans le fil de discussion. Je t'invite à les lire après. Et merci à tout le monde pour votre présence. Et j'ai mis dans le chat, on a 2 retraites qui s'en viennent. Un à Spa Eastman, puis l'autre au Maroc en octobre. Alors, je vous invite à cliquer sur les liens, à aller voir les détails sur les 2 opportunités pour approfondir nos pratiques de la pleine conscience, la présence et la conscience de soi. Merci. Alors, merci tout le monde. Bonne journée. Bye bye, merci.